De la petite Camargue aux Cévennes, des plages de l'Hérault aux arènes de Nîmes, le Languedoc s'étend sur une centaine de kilomètres, du nord au sud, entre mer Méditerranée et Massif central. Une région baignée de soleil près de 300 jours par an, prisée par de nombreux touristes qui viennent y découvrir ses paysages de garrigues et ses vieilles pierres. Symbole de la région, classé par l'UNESCO, le pont du Gard attire à lui seul près d'1 200 000 visiteurs par an. Bâti par les Romains, ce témoin du temps assiste impassible depuis 2000 ans aux colères du cours d'eau qui l'enjambe, le Gardon. Chaque année ou presque, le même scénario se répète avec plus ou moins d'intensité. D'immenses masses d'air chaud et humide venues de la mer se refroidissent brutalement au-dessus des terres, provoquant des orages aussi soudains que dévastateurs. Ce sont les fameux épisodes cévenols. 1958, 1988, 2002, des crues historiques frappent à intervalles réguliers. 2002 est un fait marquant, 58 est un fait marquant, mais il y en a eu d'autres, malheureusement. Et on se prépare inconsciemment à recevoir quelque chose de plus gros que 2002. Sur la côte du Languedoc, où vit plus d'1 habitant sur 2, ces crues inquiètent, comme à Palavas-les-Flots, où débouche le Lèze, la crainte de certains habitants, être pris en étau entre mer et étang. Gagner 50 ou 60 cm en contrôlant les échanges, c'est la différence que ça peut faire entre une crue et une catastrophe. Voilà. Ce littoral, largement urbanisé dans les années 60, en paye aujourd'hui les conséquences. La côte recule et à Vias-Plage, plus qu'ailleurs. Il y avait 7 ou 8 ans, il y avait 100 mètres de plage devant chez moi. Il faut s'imaginer 100 mètres de plage plus loin. La mer grignote du terrain et une question se pose. Résister ou reculer? Face aux conséquences des changements climatiques, le Languedoc doit plus que jamais se préparer à se battre contre les flots. Nous sommes à Russan, entre Nîmes et Alès, le long du Gardon. L'hydrologue Yann Laborda travaille au service des prévisions des crues. Ce cours d'eau, d'apparence si tranquille, il le surveille de près, et pour cause. Ici, en 2002, il faut imaginer qu'on avait 17 mètres d'eau au-dessus de la tête. C'est-à-dire que quand on observe 17 mètres d'eau prévus par le modèle, il faut se rendre compte sur le terrain ce que ça peut donner. Donc là, sur la photo, on voit le maximum de la crue en septembre 2002. Comparé à la situation actuelle, on voit que la quasi-totalité du pont était en charge. Là, c'est un exemple très parlant pour le territoire du Gard. Oui. C'est un phénomène qui peut être très rapide. On peut passer de l'état initial du cours d'eau au maximum de la crue en quelques heures. Ces images montrent la brutalité du phénomène. L'eau est montée si haut ce jour-là à Russan qu'elle a inondé la vieille église du village, située sur la colline. Les inondations des 8 et 9 septembre 2002 dépassent tout ce qui était connu de mémoire d'homme dans le Gard. L'équivalent de 8 mois de pluie s'abat en 1 heure sur l'ensemble du département. Ces inondations historiques causent la mort de 22 personnes. Un mur d'eau s'abat sur Anduze et Alès, puis l'eau déferle sur Russan et quelques kilomètres plus bas, sur Colias. Elle est arrivée comme ça, du Gardon vers Lanzon. La maison d'Henri Rémézy, c'est cet ancien moulin aux fondations romaines, propriété de sa famille depuis près d'1 siècle. Et 2002. Ah, disons, 9 septembre 2002, dans le repère de la crue.
Et derrière, c'est votre maison. Et derrière, c'est ma maison. Ce soir-là, nous étions dans notre salon à surveiller l'eau qui montait. Et puis, nous l'avons vu d'un coup passer par la fenêtre. Et là, nous avons compris qu'il nous fallait évacuer de toute façon au moins cette partie de l'habitation. La famille réussit à s'abriter, mais Henri Rémézy ne peut malheureusement rien faire pour venir en aide aux autres pensionnaires du domaine. Ici, j'avais 5 chevaux. Nous en avons sauvé 2. Et il y en a 3 qu'on n'a jamais su où ils étaient passés. Vous n'avez jamais retrouvé leur corps? Jamais reçu leur corps. J'ai passé des nuits à aller jusqu'au pont du Gard en prenant des bombes du Gardon pour essayer de les retrouver. Nerveusement, je les entendais galoper dans ma tête, mais je ne les ai jamais retrouvés. Tandis que ses chevaux nagent dans la cour, Henri Rémézy et les siens trouvent refuge dans le grenier à foin. C'est l'endroit le plus élevé de la vieille bâtisse. Il y stocke aujourd'hui le mobilier endommagé à l'époque. Là, vous avez la trace de l'eau. Au maximum. Au maximum. Tout ça, c'est les gaz de 2002. Tout ça, c'est les gaz de 2002. Pour vous faire voir par où on est parti, donc les pompiers se trouvaient là avec un gars qui tenait la barque qui nageait à côté et un gars sur la barque. Quand la barque est arrivée à cette hauteur, avec le crochet qui nous servait à monter le foin et la paille, j'ai pu la récupérer et faire monter ma famille qui est partie là devant moi. Voilà. Henri Rémézy prendra la barque suivante. L'eau atteint déjà 4 mètres de haut. À quelques minutes près, il aurait été trop tard. Sa survie et celle de sa famille, il la doit en grande partie à l'intervention des pompiers. Lors de ces inondations, pas moins de 4200 sauvetages sont réalisés par les pompiers du Gard, avec l'aide de plus de 1200 collègues venus de la France entière. Les pompiers du Gard, nous les avons retrouvés bien loin de là, à 200 km de Colias, à l'Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes. Le programme de cet après-midi, immersion en terre inconnue, comme on dit, c'est-à-dire que le parcours, on ne le connaît pas. Je vous rappelle qu'on travaille toujours en sécurité, toujours en binôme. Si Marc Palpacuère, le chef du groupe, emmène ses hommes ici, c'est qu'en ce début de printemps, la Durance leur offre des conditions idéales pour s'entraîner. Température de l'eau, 6 degrés. Je vais rester un peu dans l'eau pour y faire un peu. Le département du Gard compte aujourd'hui 58 pompiers spécialisés dans ce type d'intervention, les secours en eau vive. Chaque année, pendant 2 jours, ils multiplient les scénarios de sauvetage. Ils sont conseillés par un kayakiste professionnel. Depuis 2002, on a mis en commun notre savoir-faire de spécialistes. Et puis petit à petit, on est venu ici sur le bassin de l'Argentière-la-Bessée pour pouvoir mettre à profit ces techniques-là et pour chercher vraiment de la difficulté tout en restant en sécurité. Leur objectif, pouvoir faire face à toutes les situations. Leurs outils, des cordes, mais aussi des hydrospeeds, ces flotteurs rouges qui leur permettent de se déplacer rapidement tout en se protégeant des obstacles. Mais cette première journée d'entraînement est loin d'être terminée. Marc leur prépare un nouvel exercice pour le soir même. 3 victimes. Donc première victime sur le point isolé comme moi, rive gauche. Les 3 kayakistes vont jouer le rôle des victimes. Après 3 heures de repos, les pompiers sont de retour. Allô? Ouais, lieutenant Millaré, bonjour, colis 05. Oui, bonjour. Pour une recherche de personnes qui seraient perdues sur le cours d'eau. Pas de problème. Merci. Il s'agit bien d'un exercice, mais seul l'officier est dans la confidence.
Pour les pompiers, c'est une mission de sauvetage. Sur une recherche de personnes. C'est a priori un groupe de jeunes, donc 3 ou 4 personnes, et ça part. Polo, le groupe 1, on prend la rive gauche, reconnaissance, et le groupe 2, rive droite. OK? C'est parti là. On laisse partir le groupe 1 à droite et nous on part à gauche. Équipés de leurs simples torches, les deux groupes doivent inspecter près de 5 km de rivière. La visibilité est de quelques mètres seulement. L'eau glaciale, les obstacles à éviter au dernier moment et la crainte de ne pas retrouver les victimes, les conditions sont très proches d'une intervention réelle. C'est quoi ça? Allez, c'est bon. Donc Polo et Cédric, vous arrêtez sur la victime et les autres continuent un peu plus bas sur la gauche. On évolue vraiment dans un milieu où notre périmètre de vision est à 10 mètres et l'anticipation est vraiment réduite. L'équipe va mettre 20 minutes pour retrouver et secourir les 3 victimes volontaires. Attention, ça va taper les gars là. Après la victime, stop à gauche. OK. Vous la menez sur le point de ralliement. Au pont. Regarde là, c'est accessible là où j'éclaire là. Ça a été donc bon reco. On a respecté la sécurité tout le long. Après, on a été confronté au problème d'éclairage. Pour nous, les épisodes Sevenol arrivent surtout septembre, octobre. Les gens ils rentrent à 18h, les routes sont inondées, ils veulent quand même passer. Et c'est là que commence le drame. Donc 18h, 19h, la nuit tombe et nous on intervient à ces horaires-là. Chaque année, ces spécialistes effectuent une vingtaine d'interventions en moyenne, comme ici en 2014. Dans le Gard, plus d'1 habitant sur 3 vit en zone inondable. C'est le département le plus inondé de France en raison d'un phénomène météo très violent, typique de la région. Les épisodes Cévenol. Ils se produisent en général à la fin de l'été. Une masse d'air chaud et humide, venue de la mer, remonte au contact d'air plus frais et se refroidit brutalement. Dans le Gard, ce phénomène se produit bien souvent au contact du relief des Cévennes. L'eau de pluie dévale ensuite le relief à grande vitesse. Des épisodes qui pourraient bien s'intensifier avec les changements climatiques. Ces orages violents et souvent très localisés peuvent avoir d'énormes répercussions sur les cours d'eau. Comme le montre ce document vidéo pris dans le Vaucluse. Les personnes qui filment ont tout juste eu le temps de se mettre à l'abri. Face à ce risque d'inondation éclair, la prévention s'avère indispensable. C'est la mission que s'est fixée Prédicte. Plus de 1000 communes du sud de la France font appel au service de cette société basée à Montpellier. Ce jour-là, les équipes sont en alerte. Météo France annonce un épisode de type Cévenol sur la région. Oui, allô ? Oui, Sarah, bonjour, c'est Guillaume de Prédicte. À l'autre bout du fil, l'un de leurs clients, la ville d'Alès. Là, on a un nouvel épisode qui démarre dans la courante de nuit et qui va progressivement s'intensifiant sur le début de matinée et qui perdure toute la journée de demain. C'est une petite situation à surveiller, on va dire, jusqu'en courant d'après-midi. Ok. La valeur ajoutée de Prédicte, c'est de prendre de la donnée de Météo France en termes de prévision de météo, des services de prévision de crues à niveau des cours d'eau, et que les communes qui ne sont pas forcément des experts dans ces domaines avaient besoin de cette information, mais aussi de cette information digérée, explicitée, rendue compréhensible. Et c'est ce constat de 2002 qui a poussé au développement du concept de Prédicte et à la création de Prédicte qui maintenant, depuis plus de 10 ans, se développe sur ce type d'activité. Comme Alès, 70% des communes du Gard travaillent avec cette société. Un service qui coûte de 1 000 à 3 000 euros par commune et par an. L'épisode annoncé à Alès sera finalement sans gravité. Située au pied des Cévennes, cette ville de 40 000 habitants a dû apprendre à faire face aux colères du Gardon, les gardonnades.
Depuis la crue dévastatrice de 1958, ces berges ont été bétonnées et en amont de la ville, un barrage régule son débit. Malgré cela, des quartiers sont encore régulièrement inondés. Pour informer à l'Est d'un risque d'inondation, Prédicte s'appuie sur Météo France, mais aussi sur les données de Vigicru, le réseau de surveillance des cours d'eau. Des données recueillies pour le Gard par l'hydrologue Yann Laborda. Avec ses équipes, il surveille en permanence la hauteur des cours d'eau. Le Gardon compte à lui seul 9 stations de mesure comme celle-ci. Donc là, on voit sur la section, on a des capteurs et une échelle de mesure. En fait, on essaye de s'assurer que la mesure qu'on fait en automatique correspond bien à ce qu'on peut lire visuellement à l'échelle. Donc à l'échelle, j'ai lu 0,97. Je vois que le LPN nous donne 0,97,5 et le radar qui est sous la... Alors mesurer uniquement la hauteur d'eau n'est pas suffisant pour faire de la prévision des crues. En fait, on est obligé de passer par une grandeur qui s'appelle le débit, qui est exprimé en mètres cubes par seconde. Et pour pouvoir faire cette transformation de hauteur en débit, on est obligé de construire une courbe de corrélation, en fait, où à chaque hauteur mesurée, on pourra exprimer un débit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ADCP sur catamaran. C'est un appareil qui permet de mesurer le débit dans la rivière. Donc là, on arrive au bout du jaugeage. En vitesse max, alors ici, on peut le voir, on doit être à peu près du 1 mètre, 1 mètre 50 secondes. Ouais, au niveau de l'écoulement le plus rapide. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on mesure environ 50 mètres cubes. Sur les crues de 2002, là, c'était 2000 mètres cubes. Et à l'endroit où nous nous trouvons, on avait de l'eau. C'est-à-dire que ce pont avait été mis en charge et donc on avait de l'eau à peu près jusqu'aux barrières. Ce 9 septembre 2002, le Gardon prend des proportions démesurées, dépassant les records historiques. La ville est coupée du monde pendant 48 heures. Ni axe routier, ni communication. Au petit matin, ce sont les quartiers nord d'Alès qui commencent à être envahis par les eaux. 2 jours d'angoisse dont se souvient très bien Vincent Ravel, le technicien hydraulique de la ville. Obligeant les habitants à fuir le lotissement ou à se réfugier sur leur toit. Quand je vois ces images, je ne reviens pas avec effroi. Je me dis qu'avec le recul, on a eu énormément de chance de ne pas avoir de victimes sur Alès, même si on en déplore sur le reste du territoire. Sur Alès, on a été épargné, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Aujourd'hui, Guillaume Ferry de la société Prédicte est venu faire un point avec l'équipe du service risque de la mairie. Donc, ce qui peut être bien, c'est qu'on commence à regarder un peu mieux sur la carte, peut-être. Devant eux, une carte des zones à risque d'Alès. En cas d'alerte, Guillaume doit les informer afin qu'ils prennent des mesures pour protéger la population. Là, juste pour bien qu'on se cale, si on appelle en pleine nuit, voilà, quelque chose qui y a un potentiel, on le sait la veille, c'est en combien de minutes ou d'heures qu'on peut activer un dispositif premier qui va permettre de sécuriser tout ça. Approximativement, c'est moins d'1 heure, c'est sûr. Voilà. C'est moins d'1 heure. Même nous, pour nos populations, ce que l'on souhaite, donc, c'est bien sûr travailler sur cette culture de risque. On ne veut pas que les populations se disent, et moi c'est ma plus grosse crainte en disant, voilà, la mairie m'a dit qu'on était en risque, on ne sort pas. Non, il faut arriver à doser. Voilà. Donc ils ne vont pas sortir une fois, 2 fois, et le jour où il va pleuvoir, ils sortiront. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment être le plus efficient possible pour ne pas fermer pour rien. Bien sûr. On veut vraiment être le plus efficace par rapport à ces populations. Pour mieux se rendre compte de la situation, Vincent emmène Guillaume sur le terrain, là où la ville a connu de nouvelles inondations en 2014. Elles ont conduit la mairie à effectuer de nouveaux aménagements. Donc sur cet ouvrage-là, on a l'ouvrage qui passe sous la voie SNCF. Donc là, on a notre nouveau véhicule, donc on a équipé avec une prise d'air, donc en hauteur, qui nous permet de gagner en hauteur de garde d'eau. Aujourd'hui, la limite admissible, c'est à peu près la hauteur du phare. On est sur une hauteur d'eau à peu près d'ordre de 1 mètre, qui nous permet de circuler en toute sécurité. Dans ces moments critiques, Vincent doit pouvoir sillonner la ville pour passer les consignes de sécurité. Bonsoir, rentrez, ça va déborder, ne restez pas devant. Le quartier du Moulinet, situé à la confluence du Gardon et du Grabieux, a été l'un des plus touchés.
Enfin, vous voyez aujourd'hui le grabuge qui coule avec un débit très très faible. Aujourd'hui, on est à milieu d'imaginer qu'on peut avoir 600 mètres cubes secondes qui transitent par ici. Et les gens qui ne connaissent pas les régions viennent et nous disent, ah ben mince, vous avez été inondé mais il n'y a pas d'eau. Et c'est tout le paradoxe en fait, c'est qu'il faut le voir pour se dire, mais ça peut être beaucoup plus. 2002 est un fait marquant, 58 est un fait marquant, mais il y en a eu d'autres, malheureusement. Et on se prépare inconsciemment à recevoir quelque chose de plus gros que 2002. L'inquiétude de Vincent, ce sont les maisons de plein pied comme celle-ci. Construit au début des années 80, le quartier du Moulinet compte aujourd'hui 42 maisons, dont la plupart n'ont pas d'étage. Par contre, la petite anecdote, c'est quand le lotissement s'est fait, le règlement du lotissement interdisait les maisons à étage. Donc c'était le règlement initial qui avait été proposé. Alors qu'aujourd'hui, on partirait sur un projet qui serait non urbanisé. Aujourd'hui, il y aurait une interdiction totale de construire dans cette zone. Leur maison inondée en 2014, Virginie Lance et son mari viennent tout juste de terminer leurs travaux. Donc voilà, l'espace refuge. Il y a une hauteur sous plafond à respecter et une surface aussi. Donc je crois que c'est 9 mètres carrés plus 1,50 m par habitant. Voilà. Oui, si ça monte, on est tranquille. Ah oui, on est tranquille. Grâce à cet étage, ils n'auront plus à se réfugier chez leurs voisins. Donc on était 4 familles chez les voisins qui avaient tout prévu pour nous accueillir. Puis après, on a regardé. On a été spectateurs du désastre. Malgré des aides publiques qui peuvent couvrir de 40 à 60% de leur montant, tous les propriétaires ne souhaitent pas se lancer dans de tels travaux. Salut! Ça va? Ça va et toi? Oui. Plus gravement touchée en 2014, la famille de Cyril Raya a dû se réfugier sur le toit de sa maison. Régulièrement, on avait les pompiers qui passaient donc, à pied, parce qu'ils n'avaient pas encore les barques, pour nous rassurer, nous dire que c'était en cours, mais il a fallu attendre que les Zodiacs puissent arriver sur le terrain. Donc vous êtes parti en bateau de chez vous? On est parti en bateau de chez nous, c'est assez rare, mais c'est arrivé. La plupart des habitants ont passé la nuit à l'étage, parfois les uns chez les autres, à attendre que l'eau redescende. On veut tout faire, toute la chambre. On venait de la refaire, de la faire pour les enfants. Voilà, ça c'est la chambre de ma fille, qui a vu sa chambre donc, sur les antennes de télévision. Vous, quel est votre souhait aujourd'hui? Vendre la maison, ou que l'État nous la rachète à sa valeur, ou à la valeur du crédit qui reste à rembourser. Je demande juste à partir et à acheter ailleurs. Mais après, monter un étage pour faire un niveau refuge, c'est hors de nos moyens. On ne peut pas. Sur des maisons comme ceci, c'est un chantier qui avoisine les 25 000 €. Et aujourd'hui, 60% de 25 000 €, je ne les ai pas pour faire ces travaux. C'est un petit peu dommage d'aller faire des frais dans une maison en sachant que dans tous les cas, elle n'a plus la valeur qu'elle mérite. La famille Raya est dans l'impasse. Elle souhaiterait être expropriée, mais pour l'État, le risque n'est pas suffisant dans le quartier pour qu'elle puisse bénéficier d'une telle mesure. Une règle fixée d'après le PPRI d'Alès, le plan de prévention des risques inondations. Cette carte indique en rouge les zones inconstructibles, établies par les services de l'État. Ce document, Claude Dombre le conteste. Là, j'ai construit donc, vous voyez, le bowling, le diag, j'ai construit le goran, le pressing. Enfin, quand je dis j'ai construit, je suis propriétaire de tout ça, quoi. Ce promoteur veut continuer à développer ses affaires, mais l'État s'y oppose. Il a donc engagé un bras de fer au sujet de ce terrain, situé au sud de la ville, au bord du Gardon. Et il veut faire entendre ses arguments. L'État dit que le Gardon, qui est là, peut créer une rupture des quais de berge et venir inonder mes terrains qui sont là. Et là, vous voyez, sur ce parapet, là, je suis là. Pour que l'eau vienne ici, il faudrait une crue au millénaire, ce qui ne s'est jamais produit, si ce n'est que du temps des dinosaures. L'eau, elle arrive là. En 2002, elle était 60 cm en dessous de ce parapet. Donc la résistance a été éprouvée plusieurs fois et ça n'a jamais bougé. Je ne comprends pas pourquoi l'État s'acharne à vouloir passer toute la ville d'Alès inondable.
Claude Dombre attaque l'État en justice et gagne en appel. L'affaire est aujourd'hui entre les mains du Conseil d'État. Le plus grand territoire foncier se trouve ici. Regardez, ils le mettent en rouge. Comment voulez-vous que la ville puisse se développer? On ne va pas tout arrêter pour une hypothétique inondation qui viendra sur un terrain tous les 300 ans ou 500 ans ou 1000 ans. Moi, je suis au millénaire, vous imaginez? Prenons le Conseil d'État qui nous juge au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas au millénaire. Ils sont à 100 ans, comme tout Paris d'ailleurs. Pour l'État, le principe de précaution prévaut. Mais personne n'est prêt à s'engager sur l'occurrence d'une telle crue à Alès. De son côté, la mairie dénonce elle aussi une entrave au développement. Nous soutenons, entre guillemets, des projets qui permettent, par leur investissement, de créer de l'emploi, de créer de l'activité, et d'autre part, par leur construction, qui ne génèrent pas de nuisances supplémentaires. En l'occurrence, les projets que nous soutenons sont en aval d'Alès, et juste derrière ces projets, nous sommes dans des zones d'expansion de crues, dans lesquelles, en cas d'inondation, les eaux se répandront sans mettre en danger les populations. Il n'a jamais été question de pouvoir construire, ici comme ailleurs, des habitations en zones dangereuses pour les populations. Continuer son développement en toute sécurité, le défi est de taille pour Alès, qui ne dispose plus de zones foncières constructibles et doit prendre en compte l'impact de futures inondations. Dans le Languedoc, les crues ne sont pas le seul risque auquel les habitants doivent faire face. L'eau menace aussi le littoral. Dans l'Hérault, un habitant sur 2 vit sur la frange côtière. Aérodrome de Candiargues dans l'Hérault. Il est 8 h du matin. La météo s'annonce idéale pour un survol de la côte. Le géographe Hugues Hortefeux doit effectuer une série de photos du littoral languedocien. Nous allons le survoler sur près de 100 km du Gros-du-Roi à Vias-Plage. Du ciel, la région offre un autre point de vue sur ses trésors. La citadelle médiévale d'Aigues-Mortes, les Salins du Midi, ou encore la cathédrale de Villeneuve-les-Maglones, construite au XIIe siècle. Ce littoral est une particularité française, car il a été profondément modifié en quelques années seulement. La Grande Motte, Port-Camargue ou encore le Cap d'Agde, ces stations qui attirent des centaines de milliers de touristes chaque année, n'existaient pas il y a 50 ans. Au début des années 60, pour l'État, il y a urgence. Il veut retenir en France le flux de touristes qui prend la route des plages espagnoles. Il confie alors au haut fonctionnaire Pierre Racine une mission d'aménagement du littoral. 6 stations sortent de terre en un temps record. Mais il y a un problème. En créant ces ports artificiels et en érigeant des digues et des brise-lames, l'homme perturbe le transport des sédiments par la mer. Comme ici, au cap de l'Espiguette, le sable est bloqué et ne va plus alimenter les plages, plus à l'ouest. Elles subissent donc l'érosion. Les constructions, à un moment, il a bien fallu les protéger parce que l'érosion s'est mise en place aussi un peu en même temps, puisqu'on avait bouleversé les mouvements sédimentaires par les ports qui bloquent finalement les transits sédimentaires. Et il a fallu mettre en place ensuite des techniques pour lutter contre cette érosion des plages et cette submersion marine. Des ouvrages qui sont aujourd'hui remis en cause car ils accélèrent l'érosion de part et d'autre. On sait quand même globalement par rapport aux enrochements, c'est qu'ils sont néfastes par rapport à l'érosion des plages qui sont concernées et que leur coût d'entretien est assez conséquent. La doctrine, c'est de dire s'il n'y a pas d'enjeu indéplaçable, les enrochements ne sont pas utiles. C'est la doctrine. À la demande des collectivités, Hugues Hortefeux et ses équipes restaurent des cordons dunaires pour lutter contre l'érosion du littoral. Au cours du survol, nous repérons plusieurs ouvrages de ce type. À Carnon, avec les plages du Petit et du Grand Travers.
Un peu plus loin encore, entre Sète et Marseillan, ici, la route a été reculée et un brise-lames sous-marin mis en place. C'est un véritable atténuateur de houle. Il fait une longueur de 350 mètres et il permet donc de diminuer l'érosion à l'endroit où l'érosion était la plus forte historiquement entre Sète et Marseillan. De retour à terre, Hugues se rend à Villeneuve-les-Maglones où l'attend l'une de ses équipes de l'EID. L'EID a été créé au moment de la mission Racine pour lutter contre les moustiques qui infestaient la zone. Aujourd'hui, cet organisme travaille également sur la protection du littoral. À Villeneuve-les-Maglones, depuis 4 ans, ce cordon dunaire de 300 mètres remplace les enrochements. À l'époque, la plage n'était large que de quelques mètres. Grâce aux travaux, elle a été agrandie. L'équipe suit désormais de près l'évolution du stock de sable. Alors là, Michel, il est en train de faire un levé pour voir si le sable il a augmenté en volume ou s'il a diminué en volume. Ça nous permet de comparer d'une année à l'autre nos données. Pendant ce temps-là, donc, on a une équipe en mer qui fait le profil de la plage immergée, celle qui est sous l'eau. Michel fait le profil de la plage émergée. Il va aller un petit peu dans l'eau pour assurer le continuum entre les deux mesures, pour qu'il y ait une jonction entre ces deux profils. Et c'est très important parce que c'est un milieu qui est en constant mouvement sédimentaire. Donc il faut que les deux levées aient lieu en même temps. Une grande partie du sable est invisible. Pour le voir et le quantifier, il faut embarquer sur le bateau. Provence Lanzelotti effectue un scanner des fonds sous-marins, là où s'accumulent les barres sableuses. Vue du ciel, elle se distingue clairement. Elle constitue la réserve de sable de la plage. On considère que jusqu'à 6 mètres de fond, c'est déjà bien comme zone d'étude parce que tout se passe entre 0 et 4 mètres. C'est là où il y a les barres sous-marines. Elles ne descendent pas plus loin généralement. En fonction des niveaux de houle et des niveaux d'eau, c'est-à-dire des dépressions atmosphériques, on peut avoir des barres sous-marines qui sont ramenées sur la plage par des coups de mer. Les coups de mer peuvent aussi avoir l'effet inverse en fonction des conditions, c'est-à-dire venir arracher du stock sableux et l'amener soit sous forme de barre, et là ça peut être remobilisable plus tard, soit beaucoup plus loin, et là c'est plus embêtant. Après plusieurs heures de relevé, l'équipe est rassurée. La quantité de sable est égale à celle de l'an passé. Il leur faudra surveiller de près son évolution, car si ce sable est emporté au large, c'est la plage qui disparaîtra. À Villeneuve-les-Maglones, ce cordon dunaire, situé dans une zone naturelle, n'a pas posé de problème particulier. Mais ce genre d'ouvrage est parfois l'objet de critiques. Comme à 50 km de là, sur la côte ouest de Vias-Plage, l'un des secteurs les plus érodés du Languedoc. Le long de cette côte, très touristique de 3 km, la plage a pratiquement disparu. Chaque propriétaire se protège avec ses propres enrochements. Alors, la mairie a cherché une solution. Elle a réalisé un premier tronçon de cordon dunaire, tout juste achevé pour l'été 2015. Nous avons les 900 mètres de plage que nous avons refait. Donc ici, l'emplacement du cordon dunaire tel qu'il est actuellement, et tout ceci a été enlevé pour rétablir du littoral. Je ne vous cache pas qu'il y a un intérêt majeur, un intérêt général, à reconstituer une plage sur l'intégralité des 3 km de la côte ouest, parce qu'il faut rétablir un transit sédimentaire, il faut rétablir de la plage, rétablir des espaces pour la faune et pour la flore. Pour réaliser ce projet, la mairie doit racheter avec l'aide de l'État des terrains aux particuliers. Voici une photo du secteur en 2014. Puis en 2015, après les travaux. Le cordon dunaire a pris la place de parcelles privées. Le projet est aujourd'hui bloqué car certains propriétaires font de la résistance. Jean-Louis Fardet est l'un d'entre eux. À 2 semaines de l'ouverture de son camping, il est en plein préparatif pour accueillir les premiers clients de la saison.
On compte une moyenne de 4 personnes par emplacement et globalement pour Île de Camping, on a 500 emplacements. Donc en moyenne, c'est 2000 personnes. À cause de l'avancée de la mer, il a déjà dû renoncer à 24 emplacements de camping en 2010. Pour lui, hors de question de céder du terrain à la mairie. L'impact, en fait, c'est simple. Hein. Le cordon lunaire, globalement, devrait passer par ici. Et donc, c'est la suppression de 180 emplacements camping, à peu près. Supprimés sur un total de 500. Tout ce qui se trouve à gauche de cette ligne, parallèle à la mer, disparaît. C'est-à-dire qu'on recule d'à peu près 70 mètres. Un manque à gagner conséquent pour Jean-Louis Fardet. C'est un tiers de son chiffre d'affaires qu'il risque de perdre. Devant son camping, le petit bout de plage qui lui reste. Contre l'érosion, Jean-Louis Fardet propose des solutions basiques. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est des brise-lames comme l'autre côté. Là, on a des brise-lames qui sont à 150 mètres de la plage. On a des plages immenses. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, ici, mettre des brise-lames qui coûtent quand même 2 fois moins cher que le projet de recul et de réensablement qui, de toute façon, ne fonctionne pas. Il nous emmène à quelques centaines de mètres de là, voir ce cordon dunaire qu'il dénonce. Son combat, Jean-Louis Fardet ne le mène pas seul. À ses côtés, Hélios Sotomayor, l'un des habitants historiques du secteur. Voilà, ici, il y a 1 an, où on a remis 60 000 mètres cubes de sable. Ça a coûté 4,5 millions d'euros, et ben voilà ce qu'il en reste. Il y avait 40 mètres de plage ou 50 mètres de plage, et il reste 7-8 mètres. Pour les 2 hommes, ce cordon dunaire ne règle pas le problème de l'érosion. Ils en veulent pour preuve ces photos prises après de petites tempêtes, fin 2015. La famille d'Hélios Sotomayor, des réfugiés espagnols, a été l'une des premières à s'installer ici dans les années 50. À l'époque, la côte ouest de Vias est formée d'une large plage bordée de vignes. Mais avec la crise viticole et l'essor du tourisme, les vignerons cèdent peu à peu leurs parcelles. Très vite, certaines personnes y construisent illégalement et s'y installent à l'année. Un phénomène que l'on appelle ici la cabanisation. Les années passent et la mer gagne du terrain. Quand j'avais 7 ou 8 ans, il y avait 100 mètres de plage devant chez moi, devant chez nous. Il y avait un pêcheur, des dunes. Voilà, au pied de ces enrochements, vous aviez 100 mètres de plage devant. Voilà, il faut s'imaginer 100 mètres de plage plus loin. Ces enrochements qu'il a fait installer, Hélios n'a plus le droit d'y toucher. Ils font aujourd'hui partie du domaine public maritime, comme vient justement de le lui rappeler le ministère de l'Environnement. Voilà le courrier de notre chère Ségolène qui nous écrit du 7 avril 2016. Monsieur le Président, à l'attention de Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, au sujet de l'entretien des dunes et des digues sur la commune de Vias. L'incorporation de ces biens au domaine public, suite à l'avancée de la mer, n'en fait pas des ouvrages publics. Extraordinaire, ça. Et de ce fait... À ses yeux, un courrier surréaliste pour expliquer que l'État ne fera rien pour protéger sa maison. Eh bien, nous allons attendre des grosses tempêtes, que la mer nous emporte, moi, ma femme et toute notre famille, et puis après, on verra bien comment ça se termine. Hélios Sotomayor refuse de vendre son terrain, de même que ses voisins dont la maison est estimée ici à 450 000 €. Une résistance qui entrave les projets du maire. Ils sont condamnés à terme. Moi, je ne condamne personne, mais aujourd'hui, ces personnes-là sont directement impactées par les assauts de la mer. À terme, de fait, les digues vont s'effondrer et leur bien partira à la mer. Donc, moi, je les encourage à prendre une indemnisation qui préserve au plus juste leurs droits de propriétaire. On peut soit être dans l'émotion, soit dans la raison. Moi, j'en appelle à la raison. Ce qui révolte les propriétaires comme Hélios, c'est qu'ils se sentent totalement trahis par les autorités. Personne n'a voulu nous protéger. C'est nous qui nous sommes protégés, nous-mêmes. On nous a dit à l'époque, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Alors on a consulté les responsables de la préfecture, on nous a dit, mais voilà, faites comme ça, faites les enrochements de telle manière, ainsi de suite. Eh bien, on l'a fait. Et aujourd'hui, on nous empêche d'entretenir ces enrochements. Voilà la réalité.
Si on leur interdit d'entretenir ces enrochements, c'est qu'ils accentuent l'érosion. Mais un cordon dunaire est-il pour autant un rempart efficace contre la submersion marine? Ça protège mieux de la submersion marine qu'un enrochement? Alors, c'est pas que ça protège mieux, c'est que ça protège différemment. Un enrochement, l'inconvénient qu'il va avoir, c'est que là, il n'y aura pas de plage devant. C'est-à-dire que les vagues qui viennent finir de déferler sur l'enrochement, en repartant, elles emmènent une grosse partie du sable. Il y a un phénomène de réflexion de la houle et on sait que le sable va partir avec un enrochement. Donc là, on veut quand même une dune et une plage. Il faut savoir que quand il y a une submersion marine, les surcotes, ça dépasse rarement les 2 mètres, voire pratiquement jamais. Donc on l'a calé au-dessus pour pas que la mer passe. Alors bien sûr, il y a une attaque mécanique de la houle en cas de tempête. Et souvent, ce qui se passe s'il y a une grosse tempête, c'est que le cordon cède. Et donc la mer passe quand même. Mais il est calé pour résister à des tempêtes, d'occurrence au moins décennales, quoi. Une telle tempête a donc une chance sur 10 de se produire chaque année. Si un cordon dunaire agrandit et embellit la plage, difficile de compter sur lui comme protection. Dune de sable ou digue de pierre, la nature semble toujours finir par reprendre ses droits. Palavas-les-Flots la prend à ses dépens. Ici, on cumule les risques d'inondation. Cette station balnéaire compte 6 000 habitants à l'année et jusqu'à 40 000 l'été. Vue du ciel, la ville n'a jamais aussi bien porté son nom. La mer d'un côté, les étangs de l'autre, et au centre, le Lèze, le fleuve qui la traverse de part en part. En cas de crue ou de tempête, cette station balnéaire peut rapidement se retrouver inondée, comme ce jour de novembre 2014. La crue du Lèze fait déborder les étangs. Une partie de la ville se retrouve les pieds dans l'eau. Les élèves de l'école Pasteur se sont retrouvés cernés. Aujourd'hui, Louise Passerieux, une animatrice scientifique, va leur expliquer pourquoi ils ont été inondés. Donc on va enfoncer la perche dans l'eau et on va regarder jusqu'où l'eau arrive et ça nous donnera la hauteur de l'eau et donc la profondeur du Lèze. Allez, tu prends la perche, essaye de malgré le courant, qu'elle soit bien verticale dans le cours d'eau. Ça touche le fond là? Oui. Ça touche le fond. Ok. Alors ça arrive à peu près ici. Ouais. Du coup, c'est quoi ça comme hauteur? 2,25 m. 2,25 m pour la profondeur au milieu. Là, ils peuvent se rendre compte que le Lèze, c'est pas simplement une largeur, c'est pas simplement la surface, mais qui contient énormément d'eau, un gros volume. Et ensuite, grâce à ça, on peut se rendre compte de la puissance et de la vitesse de l'eau. Ce jour-là, le Lèze affiche un débit de 12 mètres cubes par seconde. Mais avec une particularité, en raison des conditions météo, c'est l'eau de mer qui entre dans les terres. De la pratique à la théorie, direction la classe pour comprendre les mécanismes d'inondation. Devant eux, une maquette de leur région. Les montagnes, ce sont les Cévennes. Le fleuve, c'est le Lèze. Et la ville, c'est la leur. À travers un scénario, Louise les met en situation. Donc là, je vous annonce qu'il y a un gros orage qui se prépare sur les Cévennes et qu'on risque d'avoir des inondations. Si vous avez 3 heures devant vous, comment vous allez faire pour alerter les habitants? Sarah? Très bien. Donc on peut faire passer le message à la radio et éventuellement à la télé, mais c'est beaucoup plus rare. Hein. L'exercice est ludique, mais le danger bien réel. Alors, on va passer à Palavas-les-Flots. Que s'est-il passé? C'est le débordement du Lèze qui a fait s'inonder. Ok. Il n'y a pas que le Lèze qui a débordé chez vous, il y a quoi d'autre qui a inondé un peu? Les étangs aussi.
Très bien, les étangs aussi. Ça, c'est l'école. Attends, il faut le mettre dans la main. J'ai compris que les inondations, c'est extrêmement grave et que ça peut être dû à plein de choses comme la pluie, le débordement des cours d'eau, le débordement de la mer. Tu as déjà eu de l'eau à côté de chez toi ou à côté de l'école? Oui, ça a rentré dans ma maison et on a dû tout refaire toute ma maison et pendant 3 mois, on a dû déménager. Mais la nature n'est pas la seule en cause. L'urbanisation y est peut-être aussi pour beaucoup. À 10 km plus au nord, Montpellier et ses 250 000 habitants. C'est là que le chercheur Freddy Vinet nous a donné rendez-vous. Il travaille sur la gestion des risques naturels à l'université de la ville. Nous nous trouvons ici à un point stratégique entre le bassin amont du Lez qui est végétalisé et la partie aval qui est dans la traversée de Montpellier qui a été urbanisée, qui a été canalisée à partir des années 70-80. Alors ici, nous avons un film qui nous montre la crue du 29 septembre 2014, où le débit avait atteint environ 400 à 450 mètres cubes secondes. On voit que l'eau envahit bien sûr les berges, mais elle envahit également le quai du Pirée, ici, qui est une route inondable et qui avait été fermée pour l'occasion à la circulation. Pour se protéger des crues du Lez, Montpellier tente de le maîtriser. Mais en parallèle, la ville grignote toujours plus de terrain, là où le fleuve pouvait jusque-là se répandre en cas de crue. Comme dans le quartier de Port-Marianne, où l'urbanisation s'intensifie. Aujourd'hui, cette zone n'est plus inondable. Cette zone, donc depuis, est plus inondable, mais malheureusement, lorsqu'il y a des crues, les eaux du Lez ne peuvent pas se répandre sur cette ancienne zone. Donc elles vont se répandre ailleurs. L'eau n'a pas d'autre choix que de terminer sa course plus au sud, vers les étangs et vers la mer. Ça a toujours été Palavas et le littoral qui récupèrent les eaux in fine. C'est peut-être de plus en plus renforcé avec l'augmentation de l'urbanisation qui évidemment augmente les surfaces imperméabilisées et augmente le ruissellement. Plus au sud, Palavas a bien conscience qu'elle ne pourra rien contre le développement de sa grande voisine. Alors, certains cherchent des solutions. C'est technique la navigation à Palavas. Mais c'est ce qui fait communiquer les étangs avec l'Olès, avec la rivière. Hein. Tout ça, c'est un système hydraulique qui communique entre eux. Jean-Pierre Moll a pêché pendant 40 ans sur les étangs. Il s'inquiète aujourd'hui des répercussions probables des changements climatiques sur sa commune. Il pleut beaucoup, donc forcément, ça fait une crue sur l'Olès conséquente avec tout le ruissellement qui est en amont. Comme on n'a plus les chaînes d'expansion, s'il y a une urbanisation galopante en amont et que ça s'est construit à Montpellier, à Latte, partout, et donc le Lez ne peut plus sortir de son lit, ce qui fait qu'à pluie équivalente, les étangs se remplissent beaucoup plus vite qu'avant. Il faut prévoir des aménagements complémentaires pour pouvoir faire face à ce genre de choses. D'autant plus qu'en étant sur le littoral, on est pris un sandwich, puisque la mer, elle, va continuer sa progression. Et donc, quand la mer ne reçoit pas, et la rivière, il faut que ça s'étale. C'est les habitations qui servent de champ d'expansion. Jean-Pierre préside une association pour la prévention contre les inondations, forte de 200 membres. Elle propose de contrôler les échanges entre eau douce et eau salée. À Palavas, les étangs et la mer communiquent en permanence. Au gré des marées, des dépressions ou des crues, l'eau coule dans un sens ou dans l'autre. Pour Jean-Pierre, il faudrait installer une sorte d'écluse sur les gros, ces canaux qui relient les étangs à la mer, afin de jouer sur les niveaux d'eau. Là, on est sur le gros de Carnon. Et donc, on a à côté de nous les portes de Carnon qui sont baissées. Le principe existe déjà avec ces barrières anti-sel, mais pour lui, il faudrait le généraliser. D'après les calculs de l'association, des portes,
7 au total, ici représentées en rouge, seraient suffisantes pour faire fonctionner ce système. Si on arrive à retarder le remplissage des étangs en eau de mer, la crue, quand elle descend, après, elle peut s'étaler beaucoup plus facilement. Et ce ne sont pas les habitations qui servent de chaîne d'expansion dans ce cadre-là. Donc gagner 50 ou 60 cm en contrôlant les échanges, c'est énorme. C'est la différence que ça peut faire entre une crue et une catastrophe. Voilà. Pour éviter une catastrophe, il suffirait de 6,5 millions d'euros pour fermer tous les accès. Mais pour l'organisme chargé de gérer le bassin versant du Lèze, ce projet n'est pas réaliste. Une des principales raisons est que ces portes ne serviraient qu'en épisode de tempête marine, lorsqu'on a une grosse pénétration de la mer finalement dans les étangs. Donc cette porte ne serait utilisée que dans des très rares cas, pas suffisamment de cas finalement pour que ce projet devienne rentable. Le syndicat du bassin du Lèze envisage plutôt des défenses en dur. Mais avec la perspective d'une montée du niveau de la mer d'1 mètre d'ici 2100, des digues suffiront-elles pour empêcher de faire de Palavas une ville sous les flots? Ailleurs, le long du littoral du Languedoc, d'autres stations balnéaires ne sont pas en reste. 50 ans après la mission Racine et cette prise de possession du littoral par l'homme, une question demeure. Pourront-elles résister aux assauts du temps ?